Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à distance, du fait des réglementations sur le confinement, de recevoir sur UPR TV Louis Fouché. Alors Louis Fouché, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout connu il y a encore plusieurs mois, mais qui depuis maintenant quelques mois a beaucoup gagné en notoriété sur Internet. Il est à la tête d'un groupe qui s'appelle Réinfo Covid. Il va nous en parler. Il est à Marseille, je suis dans nos studios à Paris et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, toute première question, qui êtes-vous en fait, Louis Fouché? Bonjour Monsieur Asselineau, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, comme vous l'avez dit, j'étais propulsé dans les réseaux sociaux et c'était pas du tout mon but. Je suis plutôt partisan d'une maxime qui est vivons heureux, vivons cachés. Oui, ça c'était c'est ce que me disait ma grand-mère. Ça. Mais les circonstances ont fait qu'effectivement, j'ai été appelé quelque part à rentrer en résistance. Et donc, moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur à Marseille et je prescris d'emblée, et c'est une sorte de contrat moral que j'ai passé avec mon institution, que je parle pour moi et que je parle aussi au nom du collectif dont je suis le porte-parole et qui a d'autres porte-paroles aussi. Et je parle absolument pas pour mon institution. L'autre chose que je peux vous dire en préambule, et tous les médecins devraient le faire quand ils font une intervention publique, c'est que je n'ai pas de conflit d'intérêt relatif à ce dont on va parler. Sur la base Transparence Santé, qui a été créée par Dominique Marinaki quand il a repris la NSM au moment du scandale du Mediator, quand il a essayé de faire le ménage dans ces agences nationales qui sont en charge des régulations, en l'occurrence du médicament. Il a essayé de faire le ménage et il a décidé qu'il fallait lutter contre les conflits d'intérêts et les liens d'intérêts, ou en tout cas donner de la transparence. Donc sur Transparence Santé, j'ai 450 € de conflits d'intérêts avec différentes industries pharmaceutiques qui sont en fait les staffs de service, c'est-à-dire les réunions du service où il y a des goûters ou des choses comme ça, où mon nom a été inscrit systématiquement, sans que je m'en rende vraiment compte. En fait, on me faisait signer un papier. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai complètement arrêté de participer à ces réunions-là. J'ai fermé ma porte au laboratoire pharmaceutique depuis plus de 2 ans maintenant. Alors vous avez quel âge exactement? Moi, j'ai 41 ans, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Comme je vous l'ai dit, je suis médecin anesthésiste réanimateur, mais j'ai aussi d'autres casquettes. Je m'intéresse à l'anthropologie de la technique. J'ai un master 2 d'éthique médicale, en fait, où je me suis principalement intéressé aux notions de disruption, d'effondrement et aux espoirs qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, je travaille beaucoup sur ces sujets-là en parallèle de mon activité clinique. Quelles sont, d'après vous, docteur Fouché, quelle est l'évolution de la situation que vous voyez sur la Covid-19 et quelles sont notamment vos positions sur cette question qui est sur le devant de la scène, qui est cette question de la vaccination. Vaccination qui n'est pas obligatoire mais dont on comprend que le gouvernement la met en avant. Si j'ai bien compris, il y a environ 6 vaccins qui sont achetés ou qui ont été achetés par l'Union européenne. En France, on veut en promouvoir, le gouvernement a décidé d'en promouvoir pour le moment 2, qui sont les vaccins de Pfizer-BioNTech d'un côté et de Moderna de l'autre, qui ont la particularité d'être tous les deux fondés sur la technologie tout à fait nouvelle de ce que certains appellent une thérapie génique avec ARN. Je vois que dans le reste du monde, on ne fait pas du tout pareil. Je vois qu'en Chine, on développe un vaccin qui est beaucoup plus classique, qui se rapprocherait un petit peu de la technologie du vaccin fabriqué pour lutter contre la poliomyélite, si j'ai bien compris. Il y a également le vaccin russe Sputnik qui se développe et dont je vois qu'il va être fabriqué si j'ai bien vu, en Égypte, en Inde, etc. Je voulais savoir, vous et les personnes que vous représentez, c'est quoi votre position exactement sur la vaccination de façon très générale, sur la vaccination pour la Covid en particulier, et à l'intérieur de cette vaccination pour la Covid, sur les différents types de vaccins qui sont actuellement sur le marché ou qui sont en passe de l'être. Oui, merci pour cette question. Elle est assez ample et elle pourrait prendre du temps. Je vais renvoyer vos auditeurs d'emblée vers des publications qu'on a faites et des vidéos qui ont été faites pour qu'ils puissent développer et prendre un regard assez ample sur le sujet. Et je voudrais juste dire une chose avant de parler de ces vaccins, c'est que vous avez dit que cette crise finalement du Covid-19 était ce qui intéressait les gens, mais c'est ce sur quoi on les focalise.
Et quand vous êtes focalisé sur quelque chose, vous avez intérêt à prendre du recul, de l'ampleur, à regarder de manière ample le fait que cette crise du Covid-19 est en fait une crise systémique qui n'est pas que sanitaire, qui est aussi une crise économique, une crise sociale, une crise démocratique, une crise financière, une crise scientifique. Et donc, toutes ces dimensions-là sont intriquées à telle enseigne que Réinfo Covid a vocation à se déployer en Réinfo Santé, puis en Réinfo Démocratie, puis en Réinfo Courage, et encore plein d'autres choses. Donc, je vais essayer de répondre à votre question en essayant de contextualiser les choses d'abord, pour donner une big picture avant de rentrer dans le détail. L'épidémie, la deuxième épidémie, un variant 4 à Marseille, est en train de se tasser. C'est-à-dire que petit à petit, les lits se vident. D'ailleurs, vous sentez que l'ambiance est retombée en termes de stress. Il n'en reste pas moins que cette épidémie a généré un vrai choc, une vraie tension pour la deuxième fois consécutive sur un système de santé qui est extrêmement malade. Un système de santé qui est désinvesti dans une optique, dans une idéologie néolibérale mondialiste depuis des années. On a eu moins 69 000 lits d'hospitalisation en 15 ans. Les lits de réanimation n'ont pas bougé ces 2 dernières années, mais ils avaient été diminués aussi. Les soignants ont subi des coupes sombres. On a dégraissé le mammouth, comme le disaient certains hommes politiques. Et on l'a fait non seulement dans le secteur sanitaire, mais on l'a fait dans le secteur de la police, dans le secteur des pompiers, dans le secteur des préfectures, dans tous les secteurs possibles, puisque l'idéologie est de nous amener à un modèle où il n'y aurait plus d'État. Donc, il faut comprendre que finalement, ce choc que subit les hospitalisations classiques et les réanimations, il est attendu, si vous voulez. On est dans un système non résilient, qui n'est pas capable de s'adapter à un choc extérieur. La résilience, c'est justement cette capacité de s'adapter, et même de trouver des forces nouvelles dans un choc extérieur. L'autre élément de contextualisation, donc il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas rien eu. Il y a eu quelque chose de très sévère pour l'hospitalisation, pour les soignants, pour les médecins, et tout le monde est fatigué. Tout le monde en a marre, en fait, de cette histoire. Les soignants en premier, mais les réanimations sont en train de se vidanger doucement. L'autre élément de contextualisation, c'est qu'on peut dire que ce choc sur le système de santé a induit des contre-coups, des victimes collatérales au niveau sanitaire, c'est-à-dire que victimes collatérales de la surcharge de l'hôpital, mais aussi de la narration de la peur. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui ne sont pas venus se faire soigner parce qu'ils avaient peur de venir à l'hôpital, simplement peur du Covid-19. Donc vous avez des gens qui ont eu des artères du cœur qui se sont bouchées et qui ne sont pas revenus se faire ouvrir dans les temps cette artère et qui se retrouvent avec des cœurs extrêmement fatigués et une insuffisance cardiaque qui va se prolonger dans le temps, des choses qu'on ne voyait plus depuis 30 ans en fait, parce qu'on a toutes les techniques à disposition pour soigner correctement les infarctus. Des gens avec des leucémies, des lymphomes, des cancers, qui arrivent avec 6, 7, 8 mois de retard diagnostique et thérapeutique, dans des situations finalement pareilles de retard et de perte de chance pronostique extrêmement importantes. On a en parallèle des vagues de suicides, de dépression, d'anxiété. Et donc, si on regarde qu'avec un tout petit bout de lorgnette, comme le feraient les fact-checkers du Monde ou de Libération, les zététiciens, la secte des zététiciens, on ne voit qu'un tout petit morceau de l'image. Et vous ne pouvez pas regarder le monde avec un microscope. Vous voyez des tout petits fragments qui ne vous permettent pas de comprendre l'ensemble du phénomène. Donc, on a à la fois cette crise sanitaire sur le Covid, mais tous ses effets secondaires. Et il n'en reste pas moins qu'à la fin de cette épidémie, quand elle est correctement prise en charge, et l'IHU le démontre chaque jour, en fait, à Marseille, la létalité et la mortalité de cette épidémie sont faibles. Et c'est une maladie, finalement, effectivement, qui remplace quelque part la grippe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de compétition virale entre les différents viridés. Et finalement, on a vu assez peu de grippe et on a vu beaucoup de coronavirus. Et peut-être qu'on pourrait parier que dans les temps à venir et dans les années prochaines, peut-être le coronavirus restera l'infection dominante alors que la grippe sera diminuée, que d'autres infections respiratoires virales seront diminuées. La mortalité globale de cette épidémie, aux alentours de 0,05 pour 1000, mortalité, c'est-à-dire sur toute la population, fait que 99,95% des gens survivent. Il faut rassurer les gens, vous pouvez souffler un grand coup. La létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens qui ont un test positif, est, quand ils sont bien soignés, à l'IHU à Marseille, ça ne veut pas dire que les autres soignent mal, c'est-à-dire qu'ils ont pris des stratégies différentes, qu'il s'agit de... Maintenant, on fait le compte, on peut
faire le bilan après le match, hein, c'est des dossiers qui doivent être ouverts, et essayer de comprendre pour faire mieux dans une prochaine épidémie. Cette létalité est à 0,5%. 99,5% des gens survivent. L'autre chose, c'est que les gens qui sont touchés ne sont pas des gens, pas n'importe qui, en fait. Ce n'est pas un coup de tonnerre qui pourrait frapper n'importe quelle personne du jour au lendemain. Les enfants ne sont pas malades, ne sont pas vecteurs, ne sont pas transmetteurs. Sur 7 millions d'enfants de moins de 15 ans en France, je vous laisse deviner combien il y a eu de morts. Il y a eu 3 morts, dont 2 avaient des dossiers extrêmement lourds d'auto-immunité et d'immunosuppression au long cours, et un, on ne sait pas, et peut-être. Donc c'est une maladie qui ne touche pas les enfants. De même, les enfants ne transmettent pas la maladie ou très peu. La cohorte de Creil nous le montre, qui a été très étudiée, ainsi que le cas des contamines, qui est un enfant qui a eu, je crois, aux alentours de 178 cas contacts, qui ont été extrêmement bien étudiés, et qui montrent que cet enfant qui est passé par 3 écoles différentes, qui a 3 frères et sœurs, et cet enfant a contaminé 0 personne. Alors ça sert à quoi de mettre des masques alors aux enfants à partir de 6 ans alors Pour moi, c'est une perversion. Il s'agit d'une mesure qui est quelque chose d'absolument incroyable en fait. Ça consiste à faire du mal aux enfants. Et je crois qu'il faut arrêter ça. Mais le problème, c'est que les gens n'arrêteront pas dans une situation de peur ou de panique sur des arguments rationnels. Il faut aussi prendre soin de cette peur et considérer que les gens en face de vous ne sont pas ni idiots, ni hypnotisés. Ils sont simplement malades, en fait, au niveau psycho-affectif de cette épidémie, et notamment les professeurs, les enseignants, les proviseurs. Ils sont malades de la pression qui leur est imposée par leur tutelle. Ils sont malades de manière systémique. Et si jamais j'étais à contre-courant, je risquerais d'être exclu du groupe. Et cette notion d'exclusion du groupe, de parité, est extrêmement importante à comprendre le faible niveau de résilience des gens. Parmi les médecins, peu de gens parlent, alors même que certains n'en pensent pas moins, parce qu'ils auraient peur d'être exclus du groupe. Peu de politiques parlent. Vous avez vu que la contradiction politique est très faible au sein de l'hémicycle. On surjoue même la gravité dans l'opposition politique à la majorité. Sinon, vous risqueriez simplement d'être tellement à contre-courant que vous seriez exclu. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, l'humain est un être de lien. C'est quelque chose qui est absolument plus fondamental que la vérité. Vous préférez la parité à la vérité. Bah écoutez, là, je vous interromps parce que je bois vos paroles. C'est quand même ce à quoi je suis confronté depuis 14 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on est en opposition vraiment sur des sujets de fond avec la pensée dominante, on risque en effet de se retrouver isolé. Et ça nécessite d'avoir effectivement les nerfs assez solides et une forte personnalité pour résister à cette pression du groupe. Vous le citiez à l'instant. Effectivement, moi, je suis assez sidéré de constater que sur ces questions de vaccins, sur lesquelles, si vous me le permettez, on va revenir tout de suite, je suis assez quand même sidéré de constater que sur les réseaux sociaux, dans la rue, autour de soi, on voit quand même énormément de gens qui sont très mécontents, voire furieux. Et moi, j'entends énormément de gens qui disent il est hors de question que je me fasse vacciner, notamment par les vaccins de nouvelle génération, là, à ARN. Et ce débat-là, je ne le vois pas chez les politiques qui sont admis à parler dans les grands médias, puisque même Mme Le Pen ou M. Mélenchon, qui nous sont présentés systématiquement comme les opposants au système, ont l'un et l'autre dit qu'à titre personnel, ils se feraient vacciner. Et je vois d'ailleurs qu'il est question de sujets importants, c'est vrai, mais sur, par exemple, est-ce qu'on peut filmer, oui ou non, des policiers pendant des manifestations, c'est un sujet effectivement important. Mais c'est un sujet encore beaucoup plus important, à mon sens, que de savoir si l'on va vacciner des millions de Français avec des vaccins qui ne sont pas pour l'instant, dont on ne connaît pas les conséquences. Et là-dessus, j'ai l'impression que le débat politique est quasiment inexistant en France, sauf sur Internet. C'est d'ailleurs une des raisons, à mon avis, pour lesquelles beaucoup de gens se sont tournés vers le professeur Raoult, vers vous, Louis Fouché. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Pour en revenir au vaccin, alors la question d'origine, d'abord, est-ce qu'il faut un vaccin quand on a 0,5% de létalité ? À mon sens, non. Je pense. Et en plus, si vous deviez tester un vaccin, il faudrait le tester face à ce qu'on appelle un gold standard, c'est-à-dire un comparateur qui soit le bon. Si vous testez un vaccin versus rien, c'est-à-dire rentrez chez vous, bonne chance avec du paracétamol, on se revoit quand vous êtes en train de vous étouffer. C'est pas juste, parce que vous avez des stratégies alternatives à celles-là qui font bien mieux. Des stratégies qui consistent à prendre en charge la maladie précocement.
prendre en charge la maladie précocement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un bon maillage de médecins généralistes qui dépistent la maladie par les tests, avec des tests qui seraient bien calibrés, parce que vous savez aujourd'hui qu'on a un problème sur la validité des tests et leur interprétation et leur prescription. Ils sont prescrits par l'ARS, par le ministère de la Santé. Ben, non, les tests sont des outils diagnostiques à disposition des médecins pour affiner leur présomption diagnostique. Ce pas des choses qui doivent exister comme ça dans le vide. Donc, il faut utiliser les tests correctement. L'autre chose, c'est qu'une fois que vous avez un test positif, il y a un certain nombre de choses à faire, notamment dépister si vous êtes en présence de quelqu'un qui risque de faire une forme grave. On les connaît, les gens qui risquent de faire des formes graves. C'est les gens obèses, hypertendus, diabétiques, les gens qui ont des maladies inflammatoires ou dysimmunitaires, pour lesquels ils sont sous immunosuppresseurs, et qui donc ont un système immunitaire qui n'est pas complètement normal, qui ne vont pas réagir correctement. Des gens qui ont des cancers évolutifs ou même guéris, mais avec une dénutrition importante, et des personnes âgées. Donc ces gens-là sont sont précieux et il faut prendre soin d'eux. Le reste des gens vont être traversés par le virus de manière complètement anodine pour l'immense majorité d'entre eux. 86% des gens qui ont un test positif à SARS-CoV-2, et pas un Covid, il faut bien différencier les deux, 86% des gens ne le sauront même pas. Ils seront complètement asymptomatiques. Et 97 à 99% des gens feront des formes bénignes ou peu sévères ou asymptomatiques. Donc effectivement, il faudrait se concentrer plutôt sur ceux qui risquent de faire des formes sévères. Et cela, finalement, avec ce qu'on appelle les dédimères, ou bien le dosage du TCA dans le sang, c'est-à-dire rechercher s'il y a des soucis de coagulation. Vous pouvez savoir s'il faut leur prescrire des anticoagulants, parce qu'une des facettes de cette maladie, c'est de provoquer des thromboses un petit peu partout. L'autre facette de la maladie est de provoquer une hypoxémie, c'est-à-dire pas assez d'oxygène dans le sang. Or, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ce phénomène qu'on a appelé l'hypoxémie heureuse. Mais vous pouvez vous en rendre compte par des techniques assez simples et peu invasives, consistent à mettre ce qu'on appelle des saturomètres ou des oxymètres de pouls, c'est le nom savant, qui regardent en gros la couleur du sang. Et si ce sang est très rouge, il est très chargé en oxygène. S'il est bleu, ça ne va pas. Et donc, on vous donne un chiffre qui va de 0 à 100. 0, vous êtes mort. 100, c'est normal. Et tant que vous êtes au-dessus de 95%, c'est que ça va. Vous n'avez pas besoin d'oxygène et tout va bien. Et donc, vous allez voir que dès que des gens ont en dessous de 95%, ça veut dire qu'ils nécessitent de l'oxygène et puis d'être pris en charge de manière spécifique là-dessus. Pris en charge, même pas forcément de manière en hospitalisation. Des gens qui peuvent avoir 3 litres d'oxygène à la maison, être suivis par des infirmiers à domicile, des médecins à domicile, et qui ne vont pas surcharger l'hôpital et ne pas mettre en tension le système hospitalier. C'est des recommandations qui ont été proposées par la Société de pneumologie de langue française, qui a expliqué comment on pouvait faire ce suivi des gens hypoxémiques avec des faibles niveaux de dépendance à l'oxygène à la maison. Et donc ça, c'est des pistes très intéressantes, parce que ça veut dire que vous n'allez pas surcharger votre système de santé. L'autre chose, c'est que nous disposons de traitements, et que chaque semaine rapporte des preuves de plus en plus évidentes que l'hydroxychloroquine, le Zitromax, nous on a Claude Escarguel qui travaille là-dessus avec les généralistes, qui a démontré de manière magistrale à quel point ça peut être utile, le zinc, la vitamine D, la vitamine C, qui sont des pistes très intéressantes. L'ivermectine aussi, et puis on a encore d'autres molécules candidates, mais ça veut dire qu'on a un traitement et qu'il faut donner de manière précoce. Et on est très étonné de voir que ces traitements ont été, pour un certain nombre d'entre eux, interdits, simplement interdits à la prescription par le ministère. Et puis ensuite, des bâtons dans les roues par la NSM, très importants, et des bâtons dans les roues par Sanofi, le producteur de l'hydroxychloroquine. Ça, c'est quelque chose qui, pareil, participe d'un déferlement totalitaire, puisque les médecins, normalement, sont libres et responsables de leur prescription. Quand vous êtes libre, vous êtes responsable. Jamais M. Véran ne viendra assumer pénalement ou civilement les conséquences de mes prescriptions. C'est moi, simple prescripteur, qui dois le faire. Donc, on a des stratégies alternatives qui sont intéressantes. On a encore d'autres stratégies alternatives qui sont d'essayer de bloquer cet orage inflammatoire qui arrive ensuite et qui est à l'origine de la gravité de la maladie, notamment par l'utilisation de corticoïdes ou d'autres immunosuppresseurs qui sont candidats. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ça pour dire que quand on fait correctement le job, finalement, on arrive à des taux de létalité qui sont extrêmement faibles. Alors, est-ce que le vaccin pourrait avoir un intérêt? Pourquoi pas? Le vaccin est un outil comme un autre. Mais pour contextualiser le vaccin, on a un souci de dogmatisme au sein de la médecine et au sein de politique, c'est-à-dire l'idée du dogme, en fait.
vous l'avez signifié dans certaines de vos vidéos, mais la France et les pays latins, les pays méditerranéens sont des pays de dogme. Le dogme, c'est quoi? C'est la Vierge Marie, par exemple. Et si vous dites que la Vierge Marie est peut-être pas vierge, elle a eu un enfant, ma foi, j'ai des doutes, vous êtes brûlé par l'Inquisition. C'est pareil pour la vaccination. Si vous commencez à dire, bon, attendez, la vaccination là, est-ce que c'est vraiment le bon outil? Est-ce qu'on peut regarder précisément? Vous êtes tout de suite taxé d'être anti-vax. Donc je crois qu'il faut simplement regarder en face le fait que ces mots étiquettes en fait écrasent la pensée, interdisent de réfléchir, et reprendre le titre du livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. En l'occurrence, chaque fois qu'on utilise ces mots de complotiste, rassuriste, anti-vax, pro-vax, mouton Covid, Covidio, ce sont des murs sur lesquels viennent s'écraser votre pensée. Vous ne pouvez pas la déployer et prendre un regard ample sur les phénomènes que vous constatez. Donc, en l'occurrence, il faut être critique sur ce vaccin et sur les vaccins. Et donc, se renseigner. Ça pourrait être une stratégie intéressante, mais puisqu'on a dit que la mortalité était faible, que la létalité était faible, ça veut dire que la balance entre le bénéfice et le risque va devoir être pesée très en faveur du bénéfice. Vous ne devez faire prendre aucun risque à une population qui va bien. Vous allez vacciner des gens en bonne santé qui ne vont pas être malades ou très peu malades si vous vaccinez en population générale, comme ça a été proposé initialement. Et donc, vous devez mettre votre curseur de sécurité extrêmement haut. Ça n'est pas le cas actuellement dans les décisions qui sont prises dans la précipitation et la peur. La précipitation et la peur ne sont jamais de très bons conseillers pour prendre une décision. Je ne crois pas avoir jamais pris dans ma vie une bonne décision dans ce contexte-là. Au contraire, les Grecs disaient il faut une époquée, c'est-à-dire suspendre le jugement. Absolument. Attendre et suspendre le jugement, l'époquée raisonnable. Et donc là, il y a besoin d'une époquée raisonnable. En l'occurrence, les seuls résultats que nous avons autour de cette vaccination, et notamment pour la vaccination ARN de Pfizer et de Moderna que vous avez rappelé, sont finalement des punchlines marketing de laboratoire, c'est-à-dire des espèces d'annonces de résultats intermédiaires sur les essais de phase 3. Les essais de phase 3, c'est les essais d'efficacité. Et puis, il faut rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que ces effets d'efficacité? Ce sont des essais qui sont destinés à essayer de montrer qu'à J28, il y aurait moins de survenue de formes mild to severe. Qu'est-ce que ça veut dire mild? Mild, ça veut dire modéré. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait de la toux et un test positif à SARS-CoV-2, on considère que le vaccin, ça fait partie de ces formes qu'on va évaluer. Donc peut-être qu'on va trouver de l'efficacité, mais nous, on préférerait regarder sur vraiment les formes très sévères. Or, pour le moment, vous n'avez pas vraiment le détail. Vous avez un petit peu de détail, mais vous en avez très peu. Et surtout, c'est une analyse intermédiaire au niveau méthodologique. Ça ne se fait pas. Vous ne faites pas d'analyse intermédiaire. Le hasard aurait peut-être fait que dans la première partie de votre essai, vous auriez eu de la chance, et dans la deuxième partie, moins de chance. Donc, en fait, c'est nul et non avenu. Vous ne devez pas réfléchir comme ça. Toutes ces annonces de 90%, 92%, 95% d'efficacité ne veulent juste rien dire. L'autre élément de contextualisation que je peux faire au niveau législatif, c'est que les vaccins bénéficient d'une norme de mise sur le marché qui n'a rien à voir avec le médicament. Et ça, c'est très inquiétant. Ça veut dire que pour quelque chose qui devrait être très sûr, qui va être utilisé en population générale, vous devriez avoir au contraire énormément de sécurité sur la mise en place du vaccin. Semaine après semaine, mois après mois, tous les verrous juridiques ont sauté, législatifs ont sauté, sur les phases de mise en place du vaccin. On a accéléré les procédures de recherche à tel point que même le PDG, qui s'appelle Thomas Madden de Acuitas Therapeutics, qui est celui qui fait les nanoparticules lipidiques qui entourent l'ARN, parce que l'ARN est quelque chose d'instable et qui est dégradé par votre organisme et dégradé dans l'environnement. Donc il faut le stabiliser par des nanoparticules lipidiques qui l'entourent. Lui, il a tout à gagner. Il a plein d'argent à gagner sur le fait de les développer rapidement. Mais il a dit lui-même, ça va trop vite, on n'a pas eu le temps de faire les tests de stabilité raisonnables. Donc, ça devrait vous laisser pantois. L'autre chose, c'est que les effets secondaires des vaccins, et là, les Français vont peut-être le découvrir ce soir, mais ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. C'est une loi américaine, puis, et c'est vrai pour les anciens vaccins, hein, c'est une loi américaine, puis européenne. Là, je ne peux qu'abonder dans votre sens sur le fait que l'Europe constitue un guichet unique pour les multinationales qui leur permet de faire passer des choses qui sont absolument ahurissantes et que vous refuseriez au niveau national et permet de les faire passer, quoi. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi, au niveau européen. Et donc, les effets secondaires sont remboursés par l'État. Mais l'État, c'est vous et moi en termes d'argent. Et donc, le collatéral de ça, c'est que les entreprises vaccinales sont irresponsables dans le développement de leurs vaccins, puisqu'ils ne paieront rien sur l'aléa thérapeutique. Ils paieront peut-être un petit peu au pénal, s'ils sont attaqués au pénal. Mais sur l'aléa thérapeutique au civil, ils ne paieront rien, c'est vous et moi qui allons payer.
Qu'est-ce que ça fait comme deuxième effet collatéral? Ça fait que l'État n'a pas intérêt à voir les effets secondaires. Et donc, va provisionner la recherche sur les effets secondaires de manière très faible. Actuellement, on a un vrai problème de recherche euh, après la mise en place des vaccins sur les effets secondaires. Si vous regardez la bibliométrie, c'est-à-dire la quantité de publications qui ont été faites, de mots-clés indexés autour des effets secondaires des vaccins, en général, en fait, c'est très faible par rapport à n'importe quel autre champ de la recherche, parce que simplement, il n'y a pas d'argent. Et donc, les quelques équipes qui travaillent dessus sont des équipes extrêmement motivées et partiales, parce que ça veut dire que ce sont des gens qui se sont donnés pour mission de l'étudier. Et donc, leurs travaux vont être critiqués justement à ce titre. Vous êtes partial, vous voyez tout le temps des effets secondaires, vous voyez le mal. Et donc, vous avez un système qui est... Voilà, il y a ce qu'on appelle une corruption systémique sur les effets secondaires de la vaccination. Là, on a parlé du vaccin Moderna et Pfizer. Un mot quand même avant de conclure sur les vaccins chinois, russes. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y a un laboratoire, enfin il y a un article des Échos qui parlait d'un laboratoire français, Venerva, quelque chose comme ça, qui veut faire un vaccin plus classique. Est-ce que à votre avis, il y a une différence de nature avec le vaccin chinois et le vaccin russe? Ou bien il y a une différence de nature très importante et il faut insister sur le fait que le RNA, les vaccins à RNA sont vraiment du domaine de la recherche. C'est une pirouette intellectuelle qui est probablement très intéressante. Ça consiste à, plutôt que de donner la particule virale qui est chère, compliquée à mettre en place et qui prend du temps, à vous donner le message d'emblée. Le problème de ce message, l'ARN, c'est qu'il va rentrer dans votre cellule et c'est vous qui allez devenir la petite usine de production de ces particules virales potentiellement immunisantes. Mais peut-être que vous allez en fabriquer trop et donc être malade tout le temps, ou pas assez, et ça va servir à rien, ou juste ce qu'il faut, et ça va très bien marcher. Puis l'autre chose, c'est que cet ARN peut se rétrotranscrire potentiellement, notamment chez les gens qui sont porteurs du VIH ou d'HTLV1, qui ont... Ah oui, c'est l'enzyme transcriptase inverse, c'est ça? Exactement, une transcriptase réinverse et une intégrase. Et Mais on c'est sait vrai, que ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que moi, je suis beaucoup moins connaisseur que vous, mais j'ai essayé de lire certains experts. Il y en a qui disent qu'il y a ce risque, d'autres qui disent qu'il n'y a aucun risque, que ça influe sur l'ADN. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut en penser en définitive? il faut en penser que quand il y a un doute, il faut... C'est que vous n'êtes pas sûr. Michael Yeadon, qui est l'ancien chef du département de recherche sur les maladies respiratoires chez Pfizer, hein, et le docteur Wolfgang Wodarg, qui est pneumologue et ancien chef du département de santé publique, ont déposé le 1er décembre 2020 auprès de l'Agence européenne des médicaments responsable de l'approbation des médicaments à l'échelle européenne, une demande de suspension immédiate de toutes les études sur les vaccins contre le SARS-CoV-2, et notamment celui de Pfizer. Et Ah oui? ils invoquent cette chose-là. Il faut la lire parce que cette pétition, enfin, qui est appelée, donne beaucoup d'arguments qui sont très intéressants, et notamment l'idée qu'une des choses qui serait produite après la mise en place de cet ARN, c'est un élément de spike. Alors spike, c'est la petite protéine qui permet de rentrer dans le récepteur ACE2 et de faire rentrer le virus dans la cellule. Et que dans spike, il y aurait des séquences qui sont homologue à la syncytine. La syncytine, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet la placentation, c'est-à-dire la grossesse, en fait. Et que si vous développez des anticorps contre ce petit morceau-là, peut-être vous risquez d'être infertile, d'être stérile. Donc on est vraiment sur un vaccin qui lutterait contre la vie au motif de protéger la vie. Oui, on est en train de jouer avec le feu, en fait. Avec doivent faire que vous devez mettre un moratoire, et c'est ce que proposent les deux médecins que je vous ai cités ici, qui viennent de l'industrie pharmaceutique. Hein. Donc, on ne peut pas les taxer d'être des dangereux complotistes. Ils sont dans le système extrêmement mainstream, et ils ont levé cette alarme-là. Donc, les vaccins à ARN, je pense que c'est non, et il ne faut pas vous faire vacciner. Ne soyez pas dans le premier lot vaccinal, et refusez. Il faut tenir le non de manière très ferme là-dessus. Il y a des risques d'inflammation aussi, je crois, hein, avec ces manipulations, non? Oui, il y a énormément de problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il pourrait ne jamais y avoir un vaccin efficace ou utile. Moi, je suis ni pour ni contre les vaccins. Je veux simplement évaluer un par un lesquels sont... Oui, non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est exactement ce que j'ai dit dans d'autres vidéos. D'ailleurs, le plus extraordinaire, enfin moi je trouve ça personnellement absolument incroyable, c'est la déclaration qu'a faite Madame Schiappa, qui est quand même ministre du gouvernement, qui a dit que oui, bien sûr, elle se fera vacciner lorsqu'il sera confirmé que le vaccin n'est pas nocif. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement quand même, excusez-moi, là je fais un petit peu de politique, mais enfin un peu beaucoup, on a quand même un gouvernement
qui va imposer des vaccinations, notamment à des personnes très âgées et peut-être immunodéprimées dans les EHPAD, qui n'ont pas forcément la faculté de juger par elles-mêmes parce elles n'ont pas forcément un degré, leur dispositif cognitif c'est peut-être affaibli, je ne sais pas. Elles vont être sous pression et elles vont être utilisées comme cobayes en fait. Et puis on a l'impression que le gouvernement, une fois que qu'on aura vu, là ils pourront éventuellement se faire vacciner. Moi je trouve ça inimaginable. Enfin, c'est scandaleux, en fait. C'est scandaleux. De très nombreux médecins d'État essayent de réveiller l'opinion publique sur le fait que les personnes âgées ne sont pas des cobayes. Effectivement, ça ne fait pas partie du développement d'un vaccin de faire ensuite un essai de phase 4 sur des pauvres gens. Ce qui est drôle, pour revenir sur les politiques, il y a une petite vidéo très intéressante que vous pourrez essayer de retrouver sur Internet qui montre la première ministre australienne qui se fait vacciner. Mais si vous regardez la vidéo, il y a une main qui couvre le vaccin, et quand le vaccin ressort, il y a encore le capuchon en plastique sur le vaccin. Et donc, elle fait semblant. Ah oui, vous avez des gens qui font semblant. C'est un scandale incroyable. Donc, ils veulent bien que vous preniez des risques, mais pas eux. Je crois que ça ne va pas, qu'on a un vrai problème. Et c'est une autre chose qu'il faut regarder en face, c'est qu'il y a simplement trop d'argent dans cette histoire. Et quand vous avez trop d'argent, vous avez un problème de corruption systémique. Donc là, je crois qu'il va falloir que des journalistes d'investigation fassent le travail de trouver qui a reçu de l'argent, qui n'en a pas reçu. C'est extrêmement important puisqu'on a déjà le scandale du Remdesivir avec Gilead. Et je crois que la vaccination va procéder à peu près du même phénomène. J'ai fait, docteur Fouché, là aussi, enfin, je vois qu'on est en fait extrêmement d'accord sur tous les sujets. J'ai fait une vidéo là qu'on va sortir où j'ai regardé, alors simplement me renseignant comme ça dans la presse, mais en recoupant des informations, parce qu'il y a un grand flou sur le coût de toutes ces affaires. Et j'ai vu un article des Échos qui disait que l'Union européenne avait acheté, quand on accumulait les 6 laboratoires, ça faisait quand même 1,985 milliard de doses. Pour 447 millions d'habitants dans l'Union européenne, ça fait quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a plus de la moitié qui normalement ne devrait pas servir, puisque si j'ai bien compris, il faut 2 doses. Mais le journal Les Échos disait qu'il y en aurait pour au moins 2 milliards. Mais c'est pas vrai, parce que j'ai regardé le prix des doses. Alors ça dépend, parce qu'elles n'ont pas le même prix. AstraZeneca n'est pas le même prix que le plus cher d'ailleurs, c'est Moderna. Mais en faisant le petit calcul, j'ai fait une vidéo là qu'on va sortir. J'arrive à un coût qui doit être de l'ordre de 21 milliards d'euros pour l'achat de ces doses. Et moi je dis que ce sont des sommes absolument ahurissantes qui sont décidées par la Commission européenne. On ne sait pas d'ailleurs par qui. Mais je serais bien surpris qu'il n'y ait pas là-dedans des scandales de valises de billets qui apparaissent dans les mois ou dans les années qui viennent. D'autant plus qu'on découvre là ces jours-ci que Pfizer a été condamné en 2011 pour justement des fraudes vis-à-vis de leurs patients, de la publicité mensongère. Ils ont été condamnés aux États-Unis pour 14 millions de dollars quand même. Docteur Fouché, on arrive là, on a dépassé un petit peu notre temps. Je voudrais quand même que vous nous disiez votre impression donc sur les vaccins russes et chinois, parce qu'on en a parlé, mais sans en parler. Vous considérez qu'ils sont plus fiables, plus sûrs, à votre avis ? J'ai du mal à savoir, parce que là, je n'ai pas de publication scientifique à mettre sous la dent pour essayer d'évaluer. Donc, peut-être que ça procède un petit peu de la même narration qu'en Europe. Alors, on aimerait croire que les BRICS veillent au grain, enfin, voilà, que ces États-là... mais honnêtement, je n'ai pas de réponse à vous offrir sur ce sujet-là. Par contre, je pense que c'est très bien que vous rappeliez qu'effectivement, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas vos amis, ne cherchent pas à vous soigner. Au contraire, ils ont tout à gagner à ce que vous soyez malade, et que donc, il faut être particulièrement prudent. Ce sont des vendeurs de remédiation et donc il ne faut pas leur faire confiance par défaut. Au contraire, il faut bien regarder ce qui se trame. À la Commission européenne, enfin à l'Union européenne, Michel Rivasi, je crois qu'il est d'Europe Écologie Les Verts, œuvre à essayer d'ouvrir les contrats avec les différentes firmes vaccinales pour essayer de voir justement mais qui remboursera les effets secondaires, qu'est-ce qui s'est passé. L'autre élément sur lequel je veux rebondir sur ce que vous avez dit, c'est la notion que les Américains appellent cost effectiveness, c'est-à-dire dans quelle mesure ce que vous faites a un retour sur investissement? S'il faut 21 milliards pour essayer de diminuer un peu les formes graves, je vous assure, donnez-les-nous. On pourra faire beaucoup mieux avec juste de la pratique courante de soins, une meilleure organisation du système de santé. On arrivera à bien mieux prendre en charge les gens. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que normalement, la loi vous protège de l'intrusion du prince dans votre corps. Vous devez consentir de manière éclairée à un traitement, la loi du 4 mars 2002, qui a été renforcée en 2008 encore, pour dire qu'il fallait votre consentement éclairé pour que
on puisse vous administrer un traitement et que vous pouviez refuser, même au péril de votre vie, de recevoir un traitement. Ben, finalement, la vaccination fait voler ça en éclats, cette vaccination-là, et les obligations vaccinales qui y recourent. Et elle le ferait au motif que la vaccination serait altruiste. Mais c'est faux, puisque aucun des essais qui sont faits autour de la vaccination ne sont faits pour voir s'il y a une diminution de la transmission. Pas du tout, en fait. Donc, ça n'a juste aucun sens. L'autre chose que je voudrais dire sur la vaccination, c'est qu'il semble se concaténer avec une sorte de rapt unilatéral du contrat social. Qu'est-ce que j'entends par là? L'idée que finalement serait annexé à cette vaccination l'accès aux soins, l'accès à l'école, l'accès aux avions, l'accès à tel ou tel endroit. Et vous le voyez déjà arriver de manière subreptice, puisque Kentucky Fried Chicken ou d'autres enseignes de restauration rapide vous donnent 15% de réduction si vous avez l'application anti-Covid. Qu'est-ce que c'est que cette renégociation unilatérale? C'est un mélange des genres, oui. C'est quelque chose de très inquiétant, en fait. Et quoi? Vous allez avoir des ristournes si vous êtes vacciné? Et quoi? Vous allez être interdit de participer à la vie sociale ou de voter si vous êtes vacciné? Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument ténébreux. Christophe Barbier, le type à l'écharpe rouge là, de BFM, a tenu des propos qui devraient être retoqués immédiatement. Yannick Jadot aussi, là, d'Europe Écologie Les Verts, vraiment ont mis en place une sorte de déferlement totalitaire, quoi. Et ça, rien que ça devrait vous dire, nous devons refuser cette affaire-là, il ne doit y avoir aucun lien entre le fait de nous soigner et d'appartenir à la collectivité dans laquelle nous vivons. Docteur Fouché, je vous remercie, c'était passionnant. Un tout petit mot peut-être pour conclure. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. Votre collectif Réinfo Covid, qui est-ce qu'on a pris l'initiative? C'est vous? Et il y a qui exactement dans ce collectif? Vous êtes combien? Qui est-ce qu'il y a? Alors, c'est un collectif qui n'a pas de structure juridique, en tout cas pour le moment. Donc, nous sommes un collectif informel et nous cherchons à rester sous les radars quelque part. Il n'y a pas d'argent, c'est quelque chose d'assez précieux. J'ai pu constater en étudiant un petit peu l'UPR avant de venir vous parler que c'était la même chose, que finalement, vous étiez très transparent sur l'activité financière. Et donc, je suis très content d'être avec vous là-dessus. Et le principe même est le don, en fait, pour le moment, le don de compétences, d'intelligence. Donc, le collectif, initialement, était un collectif de soignants, de médecins, de chercheurs, d'universitaires. Et puis, par la force des choses, des citoyens nous ont rejoints, des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des artistes. Et on est très attachés à ça, parce qu'on pense qu'on a vraiment besoin de beauté dans le moment actuel. C'est quelque chose qui manque, on ne montre que de la noirceur, de la laideur et de la peur. Et on a posé d'emblée des raisons d'être. Ces raisons d'être sont au nombre de 4. La première est d'essayer de sortir nos concitoyens et nos décisionnaires de la peur. On pense que tout le monde a peur. Des gens qui ont peur du virus, des gens qui ont peur pour leur vieille maman ou pour leurs grands-parents, des gens qui ont peur des vaccins, de Bill Gates, de George Soros, peut-être qu'ils ont raison, des gens qui ont peur de perdre leur boulot ou qui l'ont déjà perdu, peur d'être à la rue, des gens qui ont peur de tous les côtés, en fait. Et donc, on cherche à lever cette peur, parce qu'on pense qu'elle paralyse l'action, qu'elle interdit aux gens de rentrer dans la matière et de pouvoir interagir avec le monde. La deuxième raison d'être est l'idée de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, parce qu'on pense qu'il est complètement verrouillé actuellement. Le débat démocratique est confisqué, en fait, par une sorte de... Nous, on appelle ça un déferlement totalitaire. Ariane Billéran, qui est normalienne et qui travaille avec nous, qui est psychologue spécialisée dans la paranoïa et le pouvoir, le décrit très très bien. On est dans un moment paranoïaque de l'humanité, comme il y en a déjà eu plusieurs fois. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on voit tous les éléments se mettre en place de ce déferlement totalitaire sur un motif sanitaire. Et on a l'impression que des Khmers blancs, au sens de Khmer rouge, puis Khmer vert, puis Khmer bleu du néolibéralisme mondialisé, on a maintenant des Khmers blancs, technosanitaristes, qui ont pris le pouvoir sur nos vies. Cherche même à rentrer chez vous, en fait, à vous expliquer avec qui vous avez le droit de passer les fêtes et le nouvel an, et qui vous devez embrasser, ne pas embrasser. Cette intrusion interstitielle dans vos vies est insupportable, en fait. Vous l'avez déjà rappelé dans certaines de vos vidéos, je crois, mais on doit se prémunir de l'arbitraire du roi. Les Anglais ont inventé la Magna Carta et l'habeas corpus justement pour se prémunir de l'arbitraire du roi. Et on a un problème démocratique actuellement, à la fois dans cette intrusion et à la fois dans les prises de décision qui sont prises par un conseil scientifique et un conseil militaire. Ça nous semble absolument anormal et on cherche à rouvrir ce débat démocratique. On cherche à rouvrir le débat scientifique aussi. On pense qu'il a été absolument confisqué par la narration de la peur, de la précipitation. La science elle-même
tombe finalement. On se rend compte que l'evidence-based medicine, nous on appelle ça comme ça, c'est la médecine basée sur la preuve, c'est-à-dire cette idée d'utiliser l'outil statistique comme un fil à couper le beurre méthodologique pour dire la vérité, est en fait un système industriel de création du savoir qui a toutes les subversions des modèles industriels, des modèles industriels quels qu'ils soient, c'est-à-dire qui sont sensibles aux enjeux d'argent, de rentabilité. Aujourd'hui, un chercheur publie pour avoir ce qu'on appelle des points SIGAPS qui rapportent de l'argent à son laboratoire. Il publie pour être professeur, il publie pour être agrégé, on publie pour passer sa thèse de sciences ou sa thèse de médecine. Et les enjeux ne sont plus de comprendre réellement, à telle enseigne que différents éditeurs en chef, que ce soit du New England Journal of Medicine, du Lancet et très récemment Kamran Abbasi du British Medical Journal, ont dit que la science était passée du côté obscur. C'est-à-dire qu'elle ne servait plus réellement à comprendre les maladies ou à soigner les gens ou à guider les médecins et les soignants dans leur pratique, mais bien à générer des profits. On a un vrai problème de ce côté-là et je crois qu'il est très intéressant de lire le dernier éditorial de Kamran Abbasi dans le BMJ qui s'appelle COVID-19, Politicization, Corruption and Suppression of Science. Et il parle assez spécifiquement des vaccins. Je trouve que c'est très, très riche d'enseignements. Donc on cherche à rouvrir le débat scientifique. L'histoire de Gilead et du remdesivir et de l'hydroxychloroquine est vraiment un point d'orgue en fait dans la crise qu'on traverse autour de cette création du savoir scientifique et médical. Pour ceux qui douteraient encore, vous pouvez regarder le fait que toute l'équipe de l'IHU de Marseille et de Didier Raoult a mis l'ensemble de son jeu de données, son dataset, en libre accès. Et donc, la démocratie scientifique qui n'existait pas, cette science participative qu'on appelait comme un vœu pieux depuis plusieurs années, en fait, est mise en place par cette équipe même qui est critiquée sur sa transparence. Là, toutes les données sont transparentes. Ils ont même laissé toutes les autres équipes scientifiques y avoir accès pour publier à partir d'elles. Je vous interromps, vous parlez de Didier Raoult, personnalité ô combien médiatique et controversée. Je suppose que vous le connaissez bien. Est-ce qu'il fait partie de votre collectif ? Non, Didier Raoult ne fait pas partie de notre collectif. Comme vous l'entendez dans les raisons d'être du collectif, on a une ambition politique, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire s'occuper de la chose commune, de la vie de la cité. Et Didier Raoult s'est toujours défendu d'avoir une vocation politique. Il reste sur cette posture scientifique, d'essayer d'élaborer le savoir, de défricher les mensonges et les vérités. Et donc, mais par contre, on est très en lien et on est très content qu'ils nous apprennent énormément de choses. Vous et moi avons appris plus de choses sur le Covid-19 par les vidéos YouTube de l'IHU que par n'importe quelle autre publication scientifique. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, en fait, en sciences. Et ce serait très intéressant à gratter en termes d'épistémologie, parce qu'il se passe vraiment une espèce de basculement épistémologique sur la création du savoir. Je vous ai interrompu, donc vous aviez déjà présenté, je crois, 2 points, il me semble, de votre collectif. Il en restait 2 autres. C'est ça, oui. Donc le premier était de sortir de la peur, le deuxième de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, et pour ce faire, d'aller créer nous-mêmes du savoir à partir de ce qui est là. Et tous ces scientifiques et ces universitaires qui sont avec nous travaillent d'arrache-pied. Moi, je suis extrêmement honoré d'être leur porte-parole, parce une grande partie de ce que je dis, finalement, c'est grâce à eux. Et en fait, on a des gens qui sont dans le don, qui font ça en plus de leur travail, de manière absolument bénévole, le soir, la nuit. On se réunit tard sur des réunions Zoom, comme on est en train de faire là, pour essayer de structurer tout ça. Et de le faire dans une optique d'éducation populaire, c'est-à-dire de donner un savoir intelligible. Parce qu'on pense que actuellement, les sophistes qui vous donnent une image du monde, qui sont les médias mainstream, en fait, sont des sophistes, comme dans la caverne de la République 7 de Platon, c'est-à-dire vous brandissent des ombres et vous maintiennent au fond de la caverne, comme des esclaves enchaînés qui regardent des ombres s'agiter au fond. Et si vous essayez de tourner la tête vers la sortie de la caverne, vous réagite une nouvelle ombre, quelque chose de nouveau, et vous empêche de sortir. La troisième raison d'être du collectif, c'est d'essayer d'infléchir la politique sanitaire pour qu'elle soit plus juste et plus proportionnée, et d'essayer de proposer des solutions alternatives. Il ne s'agit pas simplement de s'opposer, de dire non, il s'agit d'être critique, et que de cette critique émerge quelque chose de constructif. Donc on a cette ambition-là d'influer la politique sanitaire. Et puis la dernière raison d'être, c'est de mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Et ça, on peut le constater de semaine en semaine. On a isolé les gens, on les a mis seuls face à leur écran numérique, se faire hypnotiser toute la journée. On dit de longue à Marseille, se faire hypnotiser de longue par BFM TV pour les maintenir dans la peur, la culpabilité, avec une espèce de scansion traumatique extrêmement brutale qui est
dans un registre psychologique de l'ordre des enfants battus, en fait. Hein. C'est comme quelqu'un qui vous retaperait dessus systématiquement, voilà, pour vous maintenir sous sa coupe, dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, la victime, le bourreau et le sauveur. Donc les gens oscillent entre être la victime, le sauveur et le bourreau, et de même du côté du pouvoir politique, médiatique et économique. Donc nous, on cherche à mettre en lien tous ces gens qui sont isolés, à ce qu'ils puissent avoir des mains dans la matière, à ce qu'ils puissent recommencer à pouvoir interagir avec le monde, parce qu'actuellement, nous sommes maintenus dans un état d'impuissance systématique, comme face à un mur de verre où rien ne pourrait changer, même si les gens sont conscients et sont aussi conscients de leur impuissance. Et on cherche à redonner de la puissance aux gens, à leur permettre de se réindividuer et de pouvoir interagir les uns avec les autres, parce qu'on pense que les humains sont des êtres de lien, des êtres d'amour, des êtres de partage. Ils ne sont pas faits pour vivre masqués, loin des autres, en ayant peur les uns des autres. Loin de là, nous sommes des êtres politiques au sens noble du terme. L'humain est un animal politique, une citation. Et comment est-ce qu'on fait ça? On permet à des collectifs de se former localement, partout en France, en fait. Et il y a même des bébés réinfo-Covid qui sont en train de se former un petit peu partout, c'est-à-dire des antennes locales. Et on est dans une structure qui est dans une gouvernance très alternative. Hein. On essaie de maintenir le juste niveau de tension entre la raison d'être collective, ou les raisons d'être dont je vous ai parlé, et l'étincelle individuelle, permettre aux individus d'émerger sans qu'ils deviennent des tyrans, et puis sans non plus que l'horizontalité soit absolument bloquante ou paralysante pour les gens. Donc, ni une tyrannie communiste, ni une tyrannie néolibérale du start-up soi-même, mais dans la juste interaction entre les deux. Et donc, les gens nous écrivent individuellement quand ils sont perdus ou seuls, et puis on les met ensemble, en fait. On les rapproche de collectifs locaux, et c'est une grosse partie de notre travail. Ben écoutez, merci de toutes ces précisions, parce que je découvre, et j'imagine que tous nos auditeurs découvrent avec moi. On vous connaissait pour des interventions sur des sujets beaucoup plus pointus, ponctuels concernant la question de la Covid-19. Mais je vois que le collectif dont vous êtes le porte-parole, finalement, que vous l'avez très bien décrit, a quand même une vision assez noble et haute de la situation et vise aussi à l'éducation populaire, à la mobilisation, à dépasser finalement la simple question de la Covid-19 pour porter, si je comprends bien, un regard sur l'évolution de nos sociétés contemporaines, évolution qui pose quand même de nombreux problèmes. Et j'ai bien aimé votre analogie avec les Khmers blancs. Ça, je le ressortirai peut-être. Je le prendrai peut-être à mon compte. Vous pouvez Louis Fouché. Tout est en open source. Vous pouvez tout reprendre. Nous sommes en licence, tout à l'heure, vous avez gentiment dit que c'était un peu le cas de l'UPR. Nous aussi, depuis que j'ai créé ce mouvement, tout ce qu'on publie est toujours gratuit. On diffuse d'abord et avant tout de l'information pour que les gens se réapproprient le savoir. Savoir et pouvoir, hein, disait Michel Foucault, qu'ils puissent se réapproprier le savoir. Et puis ensuite, ce que j'aime bien dans ce que vous dites aussi, c'est ce côté bénévolat avec des gens qui se mobilisent. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. C'est quoi les liens, pas seulement vous, mais des personnes qui sont dans votre collectif, les liens que vous avez avec l'État, avec l'ANSM, avec le ministère de la Santé? Est-ce que vous avez des liens? Est-ce que vous leur parlez? Parce que là, lors de la conversation que nous venons d'avoir, j'espère qu'on va avoir des dizaines, peut-être plusieurs centaines de milliers de vues sur cette vidéo, les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent, à mon avis, sont frappés par comment dirais-je, la bonne foi, l'honnêteté intellectuelle qui est la nôtre. Et est-ce que quand vous parlez à des gens du ministère de la Santé, de la NSM ou de Dieu sait où, est-ce que vous avez le sentiment de cette même honnêteté foncière de gens qui cherchent le bien commun, hein, la res publica, ou bien de gens qui, de toute façon, ont une idée préconçue et de toute façon appliqueront une politique, quoi que vous puissiez leur dire comme argument? Une partie de la réponse peut résider dans la lecture de deux publications de la Haute Autorité de Santé, qui est haute et autoritaire. Hein, donc déjà, son nom vous dit un peu la couleur. La Haute Autorité de Santé a publié un premier communiqué disant nous ne savons rien de ces vaccins, s'ils sont efficaces, s'ils ne sont pas toxiques, s'ils ne sont pas dangereux, etc. Quelque chose d'assez honnête, en fait, sur l'état de la connaissance. Et puis, un deuxième communiqué d'emblée, en même temps, le « et en même temps », vous savez, oui. Ce fameux « et en même temps » qui est le premier cours de programmation neurolinguistique. Hein. C'est-à-dire que si vous dites « mais », c'est le grand annulateur. Donc, il faut toujours dire « et en même temps » pour pouvoir mentir éhontément en permanence et laver le cerveau des gens. Le deuxième communiqué, c'était
il faut augmenter l'acceptabilité vaccinale. Et donc, nous devons intervenir dans les réseaux sociaux avec des leaders d'opinion. Nous devons faire taire les voix dissidentes ou ceux qui critiqueraient la vaccination. Nous devons faire un lavage de cerveau médiatique extrêmement intense pour que l'acceptabilité du vaccin soit de toute manière maximale. Donc vous avez les deux à la fois. Et donc c'est une partie de la réponse à votre question. C'est que je crois dans toutes ces instances dirigeantes, nous avons un problème de corruption systémique. Systémique, ça veut dire que ce n'est pas forcément les gens qui sont méchants. Ils sont pris dans un système qui est devenu fou. Mais que ce système se désagrège de tous les côtés. Et quand le système se désagrège, les grains qui le composent s'échappent. Et là-dedans, vous allez avoir quelques pervers paranoïaques. Et je dis pervers paranoïaque parce que je le pense. Je pense que l'argent et le pouvoir drainent la perversion et la paranoïa. Les gens normaux, ils ont un peu de pouvoir, un peu d'argent, ça leur va, quoi. Ils n'ont pas besoin. Voilà, un restaurateur du coin, il est content comme ça, quoi. Il n'a pas besoin de devenir une multinationale. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des multinationales qui sont les structures les plus perverses et les plus paranoïaques, paranoïa, j'entends qu'elles décident d'imposer aux autres leur vision du monde de manière unilatérale. Et perverse en ce sens qu'elles tournent en permanence le langage, les pensées, les émotions pour aller vers leur dessein. Donc nous avons un système qui est malade, mais il en émerge très peu d'individus qui, eux, sont malades et qui, en fait, ont orchestré et mis en place ce système, et une immense majorité de gens bien. Et ça, c'est extrêmement rassurant. C'est que la science se désagrège et vous voyez apparaître les scientifiques intègres et honnêtes. Et puis les quelques-uns qui passent dans les plateaux télévision, qui en fait sont extrêmement malhonnêtes, extrêmement corrompus. La politique est en train de se désagréger. Actuellement, hein, voilà, les votes, la loi de bioéthique a été votée à 35 députés à 3 heures du matin, sur quelque chose qui concerne absolument tout le monde. C'est un scandale sans précédent. Les gens devraient descendre dans la rue pour ça. Et donc, nous allons voir émerger les politiciens intègres et honnêtes, et les quelques-uns pervers et paranoïaques. Voilà. Pour ce qui est de la relation que nous avons avec eux, en fait, aucune. Nous sommes sous le coup d'une omerta, à la fois médiatique et à la fois, c'est-à-dire que quand je suis invité sur un plateau de télévision mainstream, en gros, c'est pour un dîner de cons. C'est-à-dire, on vous laisse 3 minutes entre 2 commercials ou entre 2 autres personnes qui vont dire l'inverse. Sur BFM, on vous mettrait un bandeau complotiste en même temps, Macron, le nouveau génie, de l'autre côté, en même temps que vous essayez de dire quelque chose. Je connais tout ça, oui. Ça, Noam Chomsky l'a très bien décrit dans Manufacturing Consent. Faut relire cet ouvrage majeur, en fait, qui explique la fabrique de l'opinion publique par les médias de masse. Et ce fait de vous laisser un tout petit temps pour essayer de développer une idée complexe dans une narration qui est extrêmement bien tenue et qui fait que vous apparaissez comme un fou. Puisque si vous avez 3 minutes pour expliquer que l'Union européenne ne peut-être pas la paix, la liberté, la prospérité, mais que peut-être ce serait un peu plus compliqué que ça, vous allez paraître un fou puisque vous n'avez que 3 minutes pour parler. Donc on a un problème sur la vectorisation médiatique. Et c'est en ce sens que nous, on a tout un champ de notre collectif qui s'appelle Guerre de l'information. Et puis ensuite, vous avez le problème de toucher les gens. Et pour toucher les gens, je crois que au-delà des mots, au-delà de ce que vous dites, il y aura l'intention qui préside à ce que vous faites. Face au déferlement totalitaire qui accourt, nous avons eu la tentation, et c'est la tentation pour de très nombreuses personnes, d'avoir un déferlement de violence, dans ce que René Girard appelle la violence mimétique, c'est-à-dire une spirale de violence qui amène jusqu'à un bouc émissaire. Cette tentation, elle est grande, et vous allez voir, par exemple, sur l'histoire de la loi de sécurité globale, probablement des violences dans les rues. Et donc, ça va arriver de toute manière. Nous avons choisi une 3e voie qui est celle de la non-violence. Celle de tenir, en fait. De tenir face au déferlement totalitaire un non, parce que non-violence, ça ne veut pas dire vous faire taper dessus, tendre la joue gauche après la joue droite. Non, non, non. C'est tenir et proposer une autre voie et considérer les gens comme des humains, justement, au-delà du système dont ils font partie. Donc on est vraiment très clair là-dessus. Et en restant toujours rationnel. On est arrivé au terme de cette émission. Louis Fouché, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je pense que nos auditeurs ont pu noter aussi que derrière Réinfo Covid, il y a une philosophie, j'allais dire presque une philosophie de la vie, une philosophie des sciences, de l'épistémologie, de l'histoire, une compréhension de la sociologie des sociétés et de la société dans laquelle on vit. Et vous avez parlé tout à l'heure effectivement de la désagrégation d'un monde ancien, mais le monde ancien, c'est celui de Macron en fait qui est en train de se désagréger à mon avis. Et on terminera peut-être, vous serez d'accord avec moi, pour terminer par ce joli proverbe chinois qui remonte à des siècles, qui dit c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Et je crois que c'est exactement
le moment de l'histoire où on est arrivé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux vous faire une petite prescription pour le public. C'est allez-y. Voilà, comme je suis médecin, je peux vous faire une prescription, hein, finalement. Éteignez la télé. Éteignez vos téléphones portables et allumez-les juste pour rappeler les gens que vous aimez. Et ne faites pas confiance à l'interprétation algorithmique du big data pour vous expliquer ce qu'est le monde, mais au contraire, reprenez contact avec le réel. Touchez des arbres, touchez des gens, dites bonjour à votre voisin, reprenez de la puissance d'agir là où vous êtes. N'espérez pas comprendre le monde de manière trop ample, au contraire, reprenez contact avec la réalité. Et puis, prenez soin de vous d'abord, prenez soin des autres autour de vous, ceux que vous aimez, puis surtout ceux que vous n'aimez pas. Vraiment, il faut en prendre grand soin, parce que si vous êtes en conflit avec eux, vous allez renforcer les conflits. Et puis, prenez soin du monde autour de nous, et partagez vos pépites, partagez vos récoltes, partagez tout ce que vous avez compris du monde avec les autres, parce que c'est de ce partage qu'on naîtra une conscience suffisante pour aller sortir du labyrinthe dans lequel on est emmené, c'est-à-dire on est emmené de gauche, de droite, on nous fait faire demi-tour, pour nous empêcher de voir là où on nous emmène. Là où on nous emmène, c'est une tyrannie technosanitariste, où vous n'êtes que, en fait, du bétail. Il faut sortir du labyrinthe, et pas par le fil d'Ariane qui vous ramènerait en arrière. Vous vous souvenez que sinon, le père meurt, enfin voilà, on ne rappellera pas l'histoire, mais au contraire par une autre sortie, qui est celle d'inventer un monde neuf, et tous les germes sont prêts, toutes les pousses sont là, le grand arbre est en train de s'effondrer, et la lumière va arriver pour pouvoir faire jaillir ces pousses d'un monde plus fraternel, plus libre et plus égal, qui est finalement la belle devise de la France, que nous pouvons incarner sans honte aucune. Ce sera le moment de l'apocalypse, hein, de la révélation de ce qui était caché. Merci beaucoup, Louis Fouché. C'était tout à fait passionnant. À bientôt, peut-être. Oui, à bientôt, avec grand plaisir pour rediscuter.